Rebonjour les élèves. Donc, voici Un trou dans la glace par Jean Bergeron. Et aujourd'hui, je vous lirai le chapitre 9 Entre chien et loup. Suzy est rongée par les remords. Elle voudrait disparaître sur le champ. Tout effacé. Elle ne peut pas affronter Max et Maude, en bas, qui viennent d'apprendre la terrible nouvelle. Aucune autre motoneige n'est portée disparue, cela ne peut être que la sienne. Il faut qu'elle y aille pour en avoir le cœur net. Elle n'ose pas aller chercher sa combinaison en bas. Tant pis. Elle s'enroule dans plusieurs couvertures, ouvre la fenêtre de sa chambre et saute sans bruit dans la neige épaisse. Oh là là, elle a 2 enfants qui écoutent pas. Je me demande bien ce qui va se passer. Elle regrette un peu sa chaude combinaison, mais la tempête a laissé du temps plus doux. Donc, ça veut dire qu'elle regrette, ça veut dire finalement, elle aurait préféré être dans sa combinaison de neige, mais au moins, la tempête est terminée, puis il fait plus chaud. C'est ça que ça veut dire, du temps plus doux. Des hommes discutent près des voitures et le hangar est en retrait. Parfait. Elle s'y rend discrètement et tire la porte coulissante sans attirer l'attention. Ce n'est que lorsqu'elle démarre le moteur que les visages se retournent. Trop tard, elle a déjà disparu à toute allure entre les arbres. Elle est sur son territoire et personne ne peut la rattraper. Je peux pas concevoir qu'elle ait fait ça. Oh mon Dieu! Moi, j'aurais déjà peur. Je resterais chez moi puis je bougerais plus. Mais bon. Elle a l'air un peu plus téméraire, cette jeune fille, que moi. Elle file à plus de 60 km à l'heure vers la rivière aux sables. Elle sait exactement où s'est produit l'accident. C'est un endroit où elle a l'habitude de se baigner l'été. Pour ne pas être repérée, elle fait un grand détour et arrive au sommet d'une falaise qui longe la rivière, juste au moment où le nez d'une carrosserie rouge trop familière émerge de l'eau. Son cœur se serre à en faire mal. Elle est responsable de la mort de Simon. On va certainement la mettre en prison. Tout le monde va la pointer du doigt. Suzy la méchante, Suzy la meurtrière, dira-t-on sur son passage. Elle reprend la direction de la maison en piquant à travers champs, insouciante du danger des barbelés sur les clôtures des fermiers. C'est à ce moment-là qu'elle voit des loups, en plein jour. Hervé lui-même n'en a jamais vu d'aussi près. C'est un signe de malédiction. Elle fonce droit sur eux sans même penser à avoir peur. Les loups forment un cercle, la danse des maudits. Leur chef est au centre et montre ses dents. La neige est rouge. Le chef doit faire valoir ses droits sur une proie. Mais il n'y a pas de carcasse sur la neige et c'est plutôt la bête noire au centre qui saigne. Ce n'est qu'à ce moment qu'elle comprend sa méprise. Pollux, le pauvre chien, est cerné de toutes parts. Les loups ont blessé le labrador. Pollux, tiens bon mon grand, j'arrive. Donc au début, elle pensait que c'était le chef qui était au milieu du cercle, mais finalement, c'était Pollux. Parce qu'on se souvient que Simon lui a dit, regarde, va chercher de l'aide, va-t'en, va chercher de l'aide. Trop excités par la mise à mort, les bêtes sauvages ont baissé la garde et n'entendent l'engin de Suzy qu'au dernier moment. Juste avant qu'une des énormes bêtes ne donne le coup de grâce à Pollux, Suzy la frappe de plein fouet. Le loup est soulevé et passe au-dessus de la tête de Suzy. Donc, les motoneiges, des fois, c'est comme il y en a qui sont vraiment faites un peu pointues. Donc, probablement qu'elle a foncé directement sur le loup, puis il a revolé comme par-dessus elle. Une de ses griffes lui arrache la tuque et lui entaille le cuir chevelu. Le cuir chevelu, c'est les cheveux. Suzy fait déraper sa moto et se retourne de 180 degrés pour affronter la meute.
Le loup qu'elle vient de heurter n'est pas mort, il est fou de rage. Pourtant, les autres bêtes n'attaquent pas. Elles viennent de se faire voler une proie par plus fort qu'elles. La crainte de l'humain est plus grande que leur faim. Grognant de mécontentement, donc ça veut dire qu'elles sont pas contentes. Elles prennent la fuite les unes après les autres, sauf celle qui s'est fait frapper. Elle est blessée à une patte comme Pollux. C'est patte pour patte, mon gros, lance Suzy avec défi, tout en faisant vrombir, désolé les élèves, son moteur. Donc, patte pour patte, hein, donc Pollux aussi a été blessé à une patte, le loup aussi. Le loup se sent acculé. Il a peur, mais il ne peut fuir. Son seul choix est d'attaquer. La bête et la fille restent face à face un long moment. Suzy sait bien qu'elle n'est pas armée et qu'elle ne peut plus compter sur la surprise. Si elle fonce, l'animal a plus de chances de l'éviter. Elle voit dans les yeux du loup qu'il calcule aussi ses chances. Il se décide enfin en premier et bondit avant que Suzy n'ait le temps de réagir. Un formidable bruit vient briser l'élan de la bête qui roule en boule aux pieds de Suzy mort. Le claquement venait de la droite et Suzy reconnaît sans peine, ça veut dire sans difficulté, la silhouette de la grosse motoneige de Hervé. Ce dernier baisse sa carabine, donc ça veut dire qu'il l'a tiré avec son fusil, puis se rapproche à vive allure. Il lance à Lucie un regard tellement féroce qu'elle a peur. Pour se défendre, elle pointe Pollux du doigt. « J'ai retrouvé Pollux. » Hervé ne répond pas. Il fonce vers elle, arrache la clé de la motoneige d'un geste brusque et la lance dans la neige. Il inspecte le crâne entaillé de Suzy et constate que la blessure est sans gravité. Donc, il a regardé parce que ça veut dire qu'il l'a vu, le loup, lui faire une entaille dans la tête. Puis, il a vérifié, puis finalement, sans gravité, ça veut dire que c'était pas grave. Donc, gravité, grave. Hein, on voit que c'est des mots de même famille. Il va ensuite vers le chien. Pollux est mal en point, mais il respire encore. « Hervé, le foulard! » crie Suzy. L'homme se retourne vers elle, furieux, question de lui faire comprendre qu'il ne veut pas qu'elle prononce un seul mot. On se souvient, elle n'a pas écouté. Elle est partie alors que c'était interdit. C'est celui de Simon. Il est encore en vie, insiste-t-elle en pleurant. L'expression de Hervé change aussitôt. Tandis qu'il réalise que la petite a peut-être raison, lui aussi a vu de loin la motoneige rouge remonter de l'eau noire. Lui aussi s'est senti amèrement coupable. Et quand il a aperçu Suzy prenant la fuite, il a vu rouge car elle avait désobéi. Elle vient d'échapper à la correction de sa vie. Donc, voir rouge, c'est quand on est fâché. Il y a maintenant une chance que Simon ne se soit pas noyé. Hervé regrette son excès de colère. Il ne peut retrouver la clé dans la neige. Il sort de son mutisme et parle d'une voix fatiguée et caverneuse. « Prends ma moto et cours prévenir les autres. Par la piste, petite démone, cette fois tu restes à la maison. Dis à Maude de désinfecter ta blessure, file. » Hervé charge doucement Pollux sur ses épaules et s'engage sur la piste. Le long du chemin menant à la maison, Max est à bord de l'hélicoptère. À l'aide de la radio de bord, le pilote a pu établir une communication téléphonique avec Vancouver. On tente de rejoindre Mathilde pour lui communiquer l'horrible nouvelle. On se souvient, Mathilde, c'est sa mère. Sous son casque, Suzy hurle. Mais elle est enterrée par le moteur de sa motoneige et celui du vent. Elle fait de grands gestes et fonce droit sur l'appareil de recherche. Le pilote pousse un juron, voyant cette motoneige sur le point de les percuter. Suzy attend le tout dernier moment pour freiner. À cet instant, l'opératrice annonce à Max qu'il a la communication. Insensible à ce qui se passe autour, il commence par dire à Mathilde qu'il y a eu un accident.
Il doit répéter car la communication est mauvaise. Suzy ouvre la portière et bondit dans l'appareil avant qu'un policier ne puisse l'arrêter. Elle arrache le casque de Max et crie à pleins poumons « Il ne s'est pas noyé ». Dans la confusion, Max tente d'intégrer cette nouvelle tout en faisant face à la panique de Mathilde. « Simon s'est perdu en forêt », crie Max dans le micro. « Mais on me dit à l'instant qu'on l'a retrouvé. Je ne sais pas, je ne sais rien. La nièce du guide m'apprend qu'on sait où il ne s'est pas noyé. Dieu soit loué, mais non, c'est un accident, je te dis, bon. » Max retire complètement le casque de vol. « Elle prend le premier avion, » dit-il sans s'adresser à personne. Il saute dans la neige et entraîne Suzy en direction de la maison qu'on ne voit plus du tout en raison du regain de la force du vent. Ça veut dire qu'il s'est mis à avoir beaucoup de vent. Par précaution, le pilote arrime solidement les palmes, son hélicoptère étant devenu inutilisable par ce temps. Les pales, c'est ce qui tourne au-dessus de l'avion, l'hélicoptère. « Simon est vivant? » demande Max à Suzy en claquant la porte. Maude et l'agent de Mers les encerclent. Un secouriste se précipite et ouvre une trousse de premiers soins pour stériliser la coupure faite par le loup. Suzy est à bout de souffle, mais tente de rassembler ses idées. Elle parle du foulard, puis de Pollux, puis des loups, puis de Hervé. Son récit est confus, mais personne ne l'interrompt. Elle finit par leur raconter tout ce qui est arrivé. Personne ne sait dans quel état ni où se trouve Simon. Mais une chose est maintenant presque sûre, il ne s'est pas noyé. Et puisqu'il portait une combinaison thermale de motoneige avec 2 chandails dessous, de préciser Suzy, il y a de l'espoir. Simon ne doit pas se retrouver bien loin des lieux de l'accident. Il n'y a plus 1 minute à perdre, s'écrie Max en enfilant sa combinaison. L'agent de Mers s'interpose fermement en montrant le temps qu'il fait dehors. « Écoutez, monsieur Champagne, je suis parfaitement conscient de l'urgence de la situation, mais nous avons déjà 2 personnes portées disparues et je ne veux pas prendre le risque d'en perdre une autre. Et votre fils a certainement besoin de premiers soins. Nous devons préparer la sortie en équipe et rester en équipe. » Tout en parlant, l'agent de Mers déroule sa carte topographique sur la table pour demander à Suzy de situer l'endroit précis où a eu lieu la rencontre avec les loups. Elle le fait sans hésitation. L'agent de Mers remarque alors un petit carré noir imprimé légèrement en aval du pont rouge, identifiant le lieu où la moto a été retrouvée dans la rivière. « Et ce bâtiment-là, c'est quoi, Suzy? » Le visage de Suzy s'éclaire. « Mais oui, bien sûr, la cabane du vieux Georges. » Au même moment, le pilote de l'hélicoptère et un des secouristes bénévoles se mettent à l'abri. La porte d'entrée est violemment rabattue contre le mur dans une rafale assourdissante. Ça veut dire un gros coup de vent. Un tourbillon de neige envahit la pièce. La tempête semble redoubler d'ardeur. Ça veut dire que elle devient de plus en plus grosse. La tempête, déclare le pilote après avoir tiré sur la porte de toutes ses forces pour la refermer. Rien à faire, chef. Impossible de tenter une sortie. On ne voit pas à 10 pas devant nous. Ça serait beaucoup trop risqué, dit le secouriste en évitant le regard de Max. Il faut pourtant faire quelque chose, sanglote, ça veut dire qu'il pleure, le père de Simon. Mais Max est encore très faible. Sa main pensée le fait souffrir. Au fond de lui, il sait que cet homme d'expérience a raison. Il se sent impuissant comme un animal en cage. Il se laisse lentement glisser par terre en pleurant. Maude se serre contre lui.